tu ferais quoi avec 250 millions de dollars? Je pense que la plupart d'entre vous me diraient qu'ils vont investir dans l'immobilier, aider leurs proches, se prendre une belle voiture et ensuite placer cet argent pour continuer de vivre tranquillement. Mais si je te disais que cette somme est le montant qui a permis de produire une des plus belles séries animées adaptées d'un jeu vidéo, une série qui fourmille de détails visuels cachés, où chaque personnage a soigneusement été réfléchi et écrit. Un scénario mêlant conflits familiaux, géopolitiques et idéologiques, où chaque action peut avoir des conséquences dévastatrices. C'est l'aboutissement de la collaboration entre deux créatifs et un studio d'animation français. Mais c'est surtout paradoxalement une série qui n'aurait jamais dû exister. Aujourd'hui, on va parler de Arcane. Arcane est une série animée réalisée par le studio d'animation Fortiche et produite par Riot Games, développeur du jeu League of Legends. Est-ce que j'ai réellement besoin de parler de ce jeu? On va le faire très rapidement pour poser un peu de contexte. Et pour ceux qui ne connaissent vraiment rien de League of Legends, promis ça va être simple et rapide. League of Legends, souvent abrégé LOL, est un jeu sorti en 2009. Il fait partie du genre qu'on appelle MOBA, pour Multiplayer Online Battle Arena. Dans ce jeu, 2 équipes de 5 s'affrontent sur une carte. Le but est simple, réussir à s'infiltrer dans la base ennemie afin de détruire le Nexus. C'est ce gros caillou qui brille là. Pour ce faire, tu dois choisir un champion parmi un large choix de sélection. Chacun de ces héros a une palette de pouvoirs, et le but est donc de créer une synergie forte entre les 5 champions de l'équipe et espérer contrer la stratégie de l'équipe adverse. Voilà. À la tête du projet de la série Arcane, on retrouve Christian Linke, un directeur créatif et compositeur de chez Riot Games. C'est lui qui est à l'origine des clips musicaux prévus pour présenter un nouveau personnage. Et Alexis, son collègue et ami qui est un designer créatif. Ils ont depuis un petit moment l'idée d'enrichir l'univers de League of Legends, mais en amenant une dimension beaucoup plus narrative. Oui, car pour rappel, LoL c'est avant tout un jeu compétitif, et ça ressemble à ça. En position, j'anticipe. Dégoûtant. Alors pour le côté narratif, on repassera. Je sais qu'il y a du lore et du background à League of Legends. Pose ce clavier et retourne farmer TLP. Christian et Alex ont directement pensé à un studio d'animation parisien afin de les accompagner pour réaliser leurs idées créatives folles, le studio Fortiche Productions. Fortiche Productions est un studio créé en 2009 par 3 hommes. Pascal Charru, qui a fait Les Gobelins, qui est orienté sur la direction artistique, les designs et les assets 3D. Jérôme Combe, qui a travaillé dans le jeu vidéo. Un artiste plus généraliste et spécialisé sur le rendu final de l'image. Arnaud Delors, monteur de formation et qui a fait les arts déco. C'est d'ailleurs eux là que tu peux voir dans ce petit caméo. Leurs visions artistiques sont complémentaires mais surtout très avant-gardistes. Grâce à ça, ils ont pu rapidement se faire remarquer dans l'industrie, en animant par exemple le clip de la chanson Do Ya Thing, collaboration entre Gorillaz, James Murphy et André 3000 pour la marque Converse, en février 2012. Le clip est pour l'époque un vrai bijou, en représentant tous les artistes avec leur avatar mais en conservant leur aspect graphique. Cette même année, le studio va réaliser le clip La Gaviota, pour le groupe français Limousine. Et c'est ici que Christian Linke tombe amoureux de la patte graphique de Fortiche. Depuis 2013, le studio va donc réaliser des clips promotionnels pour League of Legends. Leur style visuel est assez reconnaissable, car il va mélanger de la 2D, notamment sur les arrière-plans qui sont bien souvent peints, à de la 3D pour les personnages et les objets ou éléments du décor avec lesquels ils pourront interagir. C'est un style qui s'est popularisé ces dernières années, car ça augmente la vitesse de production, ça diminue les coûts, mais aussi, il faut bien l'avouer, ça a une sacrée gueule. Et tu sais quel est le premier trailer qu'ils ont réalisé pour le jeu? Non?
Bon, maintenant les bases sont posées. On a 2 réalisateurs assez fous et un studio d'animation partenaire pour essayer de convaincre Riot de financer le projet. Mais c'est là que plusieurs problèmes arrivent. Bien que ces dernières années soient meilleures au niveau des produits fournis, les adaptations de jeux vidéo en film ou en série ont souvent souffert d'une image négative. Les producteurs de ces œuvres ne voyant ici que l'idée de sortir un produit peu risqué, en s'assurant forcément un retour sur investissement conséquent au vu d'un public conquis par avance par le jeu. Mais Christian, lui, a à cœur de ne pas décevoir les fans de LoL. Il veut réellement faire une bonne série. Il est donc sous une réelle pression qui l'anime tout au long du projet. There's enough video games where the audience asks for a movie or a show for years and years and years, and then they make it, and then it sucks. And then guess what? People stop asking. We were afraid of that. We were like, if we make something that isn't at least good, then we're really harming the League IP. Un autre très gros problème, c'est bien entendu l'argent. L'animation est un rendu qui coûte cher, au vu du temps de travail que ce procédé implique. Christian va d'abord demander 2000 $ à Riot, afin de présenter quelques artworks et des assets 3D. Et puis 5000 $ pour présenter une petite scène de dialogue. Et il va ainsi, en allant étape par étape et en fournissant toujours une présentation de plus en plus intéressante, convaincre Riot de croire en Arcane. Super, maintenant Riot est chaud pour financer le projet. Mais ils vont quand même se poser une bonne question. Votre série Arcane là, c'est très bien et c'est mignon. Mais Fortiche Productions, ils sont 30. Et puis vous êtes sûr qu'ils ont les épaules assez larges pour un tel projet? Ils sont forts pour faire des clips musicaux, hein, ok. Mais c'est vraiment tout ce qu'on sait. C'est pourquoi le studio français va se mettre en quête des meilleurs animateurs, designers, graphistes et j'en passe du pays. La petite équipe de 30 personnes se retrouve rapidement à plus ou moins 150 artistes prêts à en découdre. Le début de la production est lancé en 2016. 10 mois sont nécessaires pour réaliser le pilote car Fortiche met à jour sa manière de travailler en utilisant de nouveaux logiciels ou de nouveaux workflows au vu de l'ambition de la série. Alors que le pilote est en train d'être finalisé dans ses derniers plans, Fortiche Productions reçoit un appel de Christian Linke. Riot annule tout simplement le projet. Les dirigeants trouvent que le scénario n'est pas du tout à la hauteur de la réalisation visuelle, ce qui crée une vraie dissonance. Arcane n'existera tout simplement pas. Mais parfois, même dans l'obscurité la plus totale, tes yeux vont s'adapter et y trouver un petit peu de luminosité. Christian veut absolument que Fortiche ne coule pas. Il va réussir à convaincre Riot de faire 2 clips musicaux pour le jeu. KDA, une vidéo qui va sortir en 2018 et qui met en scène des championnes de LoL dans un groupe de K-pop virtuel. Et Rise en 2020, qui est le clip pour les Worlds de League of Legends, les championnats du monde. Alors que Christian avait validé ce clip, Fortiche ira jusqu'au dernier moment améliorer et changer des plans qui selon eux n'étaient pas à la hauteur. Les joueurs sont conquis par ces 2 clips et elles deviennent de très loin les 2 vidéos officielles les plus regardées. Elles vont permettre au studio d'améliorer son travail et de devenir plus productif sur certaines méthodes de rendu. Pendant ce temps, Christian et Alex retravaillent sur un scénario complet en partant de zéro. Ils gardent à l'idée que l'histoire sera centrée sur Piltover et Zone et sur Jinx et Vi, qui sont des personnages qu'ils apprécient particulièrement, notamment dans leur design. Ils ne trouvent pas réellement de scénaristes prêts à s'engager à plein temps sur ce projet, mais ils vont obtenir des consultants expérimentés qui vont les guider au mieux pour écrire une bonne série. Suite à ça, Christian retourne voir Riot. Le directeur général du studio lui répond que non, il ne va pas financer une saison d'Arcane. Il va en réalité en financer plusieurs. Le processus de travail est particulier, car les épisodes seront écrits pendant la production et l'animation. Concrètement, les 2 réalisateurs n'ont quelques épisodes d'avance sur Fortiche. La production d'Arcane est officiellement lancée en 2019 et va sortir sur Netflix en 2021. La seconde saison, elle, sort en novembre 2024 et c'est plus ou moins 500 artistes derrière la réalisation. Cette série est un paradoxe dans l'industrie actuelle. Elle est totalement un produit mercantile pour l'objet vidéoludique de Riot Games. Elle est un projet AAA au vu de son budget. On parle d'une pub à 250 millions de $, on rappelle. Elle aurait pu se contenter d'être une œuvre mainstream, aseptisée et remplie de clins d'œil appuyés pour faire plaisir aux joueurs de League of Legends. Mais ce n'est pas le cas, car Arcane est avant tout réalisé par des créatifs qui se sont lancés dans cette aventure avec l'envie de fournir une des meilleures adaptations tirées d'un jeu vidéo. Et tu sais le plus fou? C'est qu'ils l'ont fait. Arcane, c'est l'histoire de 2 sœurs, Vi et Powder. Orphelines, elles grandissent dans les bas-fonds de Zone et doivent subir le joug de Piltover, une cité de progrès et d'innovation, mais aussi d'oppression des plus pauvres.
Après la mort de Vander, leur père adoptif, les sœurs se retrouvent séparées. Powder est recueillie par un des barons de zone, Silco, et elle devient Jinx, une femme perturbée et hantée par son passé. Vi grandit en prison et s'efforce de retrouver sa petite sœur une fois libérée, tout en essayant de protéger ceux qui lui sont chers. Mais derrière les machinations politiques, l'émergence de technologies révolutionnaires comme l'Hextech et le Shimmer pourrait bien tout chambouler. Entre affrontement et réconciliation, les deux sœurs et leurs amis vont à tout jamais changer le destin de Runeterra. L'histoire d'Arcane, c'est une histoire d'opposés, qui vont s'attirer mais aussi créer des fractures, et qui vont changer l'histoire avec un grand H. Le lieu où se déroule la série est déjà une opposition. Piltover est la cité du progrès. C'est une ville prospère, presque utopique, qui s'est bâtie en réponse aux guerres uniques causées par les mages. La ville se construit sans aucune magie et elle favorise la science afin d'améliorer la vie de ses habitants. Elle va s'imposer comme une puissance capable de rivaliser avec les autres contrées de Runeterra. Au fil du temps, une première fracture s'installe, et Piltover, qui était né d'un désir d'indépendance face à la suprématie des mages, devient une entité oppressive qui choisit de laisser dans la misère toute une partie de la ville. Ce quartier sacrifié de Piltover se forge sa propre identité, devenant une cité dans la cité, Zone. C'est un lieu pollué, baignant dans la criminalité et la précarité. Mais en plus d'avoir donné naissance aux tensions sociales et politiques qui la déchirent, Piltover est également son propre ennemi, car en voulant être une cité d'innovation révolutionnaire, les conseillers de Piltover ont fini par autoriser des recherches visant à maîtriser ce qu'ils avaient pourtant fui au début, la magie. Zone est née de la négligence de la riche Piltover et entretient une relation paradoxale avec ses oppresseurs. Même si elle désire s'émanciper, c'est l'adversité constante qui a poussé les Zoniens à redoubler d'inventivité. La comptine chantée par Powder au tout début illustre parfaitement la situation. Une zone désireuse de collaborer, mais consciente de sa propre valeur. Les deux cités vont s'opposer dans leur esthétique même. L'architecture de Piltover est luxueuse, nous rappelant le mouvement steampunk, avec ses dirigeables et ses éléments rétro-futuristes. Les couleurs dominantes sont le blanc, le bleu et le doré. Et la ville est propre, lumineuse, dans un style art déco très ostentatoire et noble. Zone contraste radicalement. Crasseuse, claustrophobique, grouillante, elle est conçue dans un style biopunk très accentué. Elle est plongée dans l'obscurité, avec des nuances de vert et de gris. Elle est inspirée par l'art nouveau, qui est plus industriel et fonctionnel en utilisant des matières simples ou bien recyclées, comme le bois, le verre, la pierre et le métal. Pourtant, malgré leurs différences, elles ont en commun l'idée d'innovation, et elles ont accompli des avancées technologiques prodigieuses. Grâce aux travaux de Jesse et Victor, Piltover maîtrise la magie qu'elle combine avec toutes sortes de technologies, moyens de transport, prothèses et outils. Mais Zone abrite elle aussi des esprits brillants. Singe, Jinx ou bien encore Echo. Ce dernier a inventé le voyage dans le temps, rien que ça. La basse ville fourmille d'ingéniosité et fait preuve de capacité d'adaptation en tirant parti de ses faiblesses. Grâce à Silco et Singe, la ville dispose d'une drogue qui décuple les capacités de ses consommateurs, le Shimmer, qui va même leur permettre de rivaliser avec Piltover. Poussés à leur paroxysme, les deux technologies altèrent de manière durable et extrême le corps de leurs utilisateurs. Le Shimmer va les rendre imprévisibles et chaotiques, et peut même changer un humain en bête, comme le montrent les expérimentations de Singe avec Warwick, Vander sous sa nouvelle forme. La Hextech transcende les individus dans un état de paix, mais aussi d'immuabilité, où plus aucune évolution n'est possible. Je suppose que tu t'en doutes, mais les contradictions ne s'arrêtent pas là. Par exemple, Zone elle-même est fracturée. En effet, à la tête de la basse ville, deux hommes s'accordent puis s'opposent, Silco et Vander. Au début, les deux sont amis, se considérant comme des frères de cœur. On pourrait même les qualifier de complémentaires. Vander est baraqué et imposant. Il a un tempérament fort et courageux. C'est une figure protectrice pour Zone, le ciment de sa communauté. Silco est plus discret. Il s'affirme en stratège plutôt qu'en force physique, mais il n'est pas moins rusé et tenace, et il est capable de s'adapter au monde qui l'entoure. Ils vont se battre pour un rêve commun, la nation de Zone. Et Vander conduit le soulèvement en tentant de faire traverser le pont du progrès à ses compatriotes. Cependant, la révolution a un prix, celui du sang, et beaucoup de Zoniens vont perdre la vie face à la répression violente de Piltover. Après les hostilités, Vander découvre que ses deux amis proches, Felicia et Connor, ont été tués par les pacifieurs. La mort de ses amis change Vander, qui se retrouve soudainement dans une position de père de substitution pour les deux petites filles, Vi et Powder. C'est à ce moment qu'il comprend que personne ne sort vainqueur d'une guerre. Il veut privilégier la cohabitation et le pacifisme à l'affrontement direct, allant même jusqu'à passer des accords avec les pacifieurs pour calmer les tensions. Silco, lui aussi endeuillé par la perte de Felicia et Connor, ne comprend pas ce revirement
et il n'a aucune intention de se laisser faire par Piltover. Comment Vander peut-il faire passer deux gamines devant leurs rêves et privilégier son intérêt personnel à l'intérêt général? Entre les deux, des tensions s'installent et l'écart se creuse. Jusqu'au point de rupture où Vander veut se débarrasser de Silco en tentant de le noyer. Trahi et abandonné, Silco va se radicaliser et agir dans l'ombre pour bâtir sa propre vision de zone. Il porte les marques de la dualité qui le ronge sur son propre visage. L'homme qu'il était jadis face au monstre qu'il est devenu. Défiguré physiquement par les eaux contaminées de zone et mentalement par ses propres convictions pour lesquelles il est prêt à tout. Paradoxalement, Silco va reproduire plus tard ce qu'il reprochait à Vander, en collaborant lui aussi avec les pacifieurs, mais surtout en étant confronté au même choix que son ami. Livrer sa fille à Piltover pour libérer Zone, ce qu'il refusera catégoriquement de faire. Piltover et Zone, Silco et Vander. Les deux devraient marcher main dans la main, mais les circonstances et les différends en ont décidé autrement. Et rien ne s'arrange, car la génération suivante s'apprête à donner l'impulsion qu'il manquait pour tout faire sauter. Et c'est littéralement une explosion de magie bleue qui va séparer deux sœurs, Vi et Powder. Ok, nous aussi on va voyager dans le temps. Revenons au tout début de l'acte 1, sur le pont du Progrès après l'affrontement des Zoniens et des Pacifieurs. Deux petites filles, Vi et Powder, sont recueillies par Vander, après avoir retrouvé le corps de leurs parents. La série fait une ellipse et on retrouve Vi, Powder, Milo et Glagor qui cambriolent l'appartement de Jace, un scientifique de Piltover. Powder va voler des prototypes de perles Hextech. Une de celles-ci va exploser, détruisant une partie de l'immeuble et attirant l'attention sur les voleurs. Sachant que les pacifieurs sont à la recherche d'enfants, Silco va en profiter pour piéger Vander. Ce dernier est capturé après une trahison de Marcus, un pacifieur corrompu. Vi tente de le sauver avec Milo et Glagor, laissant Powder à la maison. Mais la petite, ayant à cœur de prouver sa valeur, désobéit et les suit en douce. Quand elle voit ses amis en danger, elle utilise une bombe modifiée au Hextech pour aider. Mais elle sous-estime la puissance de l'explosion qui est colossale, tuant Milo et Glagor sur le coup. Vander prend du shimmer et se sacrifie pour sauver Vi. Lorsque Powder, toute fière d'avoir réussi à retrouver sa sœur, celle-ci est beaucoup plus en colère, car elle se rend compte qu'elle vient de causer une tragédie. Folle de douleur et de rage, elle la frappe et lui dit qu'elle jinxe tout. L'expression ne veut rien dire en français, mais ça veut dire globalement qu'elle porte la poisse. Le cœur brisé, Powder implore Vi de rester, mais celle-ci accablée s'en va pour s'isoler. Ce moment marque une rupture irréparable pour les deux sœurs. Abandonnée, Powder trouve refuge auprès de Silco, qui l'a recueillie, tandis que Vi est arrêté et envoyé à la prison de Stillwater. Dans ce premier acte, on comprend très rapidement les dynamiques entre les personnages. Vander est un modèle de Vi, et Vi est le modèle de Powder. À l'instar de Vander, on peut tout de suite voir que Vi est bagarreuse, impulsive et intrépide, et qu'elle assume le rôle de protectrice dans son petit groupe. Mais tout comme Vander qui a perdu son frère de cœur, Vi va elle aussi perdre sa petite sœur. Powder est déjà plus craintive et instable. Elle construit toutes sortes d'inventions, qui échouent sans arrêt. On peut également voir que dès l'enfance, Powder présentait déjà des signes de fragilité mentale, et l'environnement dans lequel elle s'est développée n'a clairement rien arrangé. Quand Vi lui tourne le dos, c'est tout le monde de Powder qui s'effondre. Et cette nuit fatidique la hantera pour le reste de sa vie. Après l'événement à la conserverie, Powder devient Jinx, une fille ingénieuse et chaotique. Mais malgré tout, elle est constamment tiraillée entre deux identités et deux visions. Est-elle l'innocente Powder, sœur de Vi et fille de Vander, ou bien la forte mais imprévisible Jinx, fille de Silco? Et pas besoin d'être particulièrement observateur pour remarquer que son état mental ne s'arrange clairement pas. La dégradation de celui-ci étant soulignée par les violons stridents de la musique quand elle est à l'écran et par les gribouillis néons, illustrant les hallucinations visuelles et auditives qui la tourmentent. D'ailleurs, je ne suis pas psy, donc prends ce que je m'apprête à dire avec des pincettes. Après avoir fait un petit tour sur des revues médicales comme le DSM-5, elle présente beaucoup de traits qui font penser soit à un trouble de la personnalité borderline, soit à de la schizophrénie. Le tout mélangé avec de la dépression et un stress post-traumatique. Son esprit fracturé est amplifié par son environnement. Dans un monde où tout est opposition, elle devient le reflet du chaos ambiant. Jinx est donc partagée entre son désir de se détacher de Powder pour s'épanouir et entre ses émotions qui la poussent à s'accrocher à son passé et les circonstances qui la replongent sans cesse dans ses souvenirs douloureux. Amanda Overton, co-scénariste de la série, dira du personnage: elle aime le côté fort de Jinx, celui qui lui empêche d'avoir peur et la fait se sentir digne. À chaque fois qu'elle tient à une personne, elle la tue. C'est du moins la manière dont elle le voit. Si elle repousse tout le monde, elle ne peut plus être blessée. Mais elle n'arrive pas à se détacher de Vi. C'est pourquoi il lui est difficile de voir que sa sœur la considère toujours comme Powder, alors qu'elle ne l'est plus. Et malgré tout, Jinx reste influencée par Silco, au point où, tout comme Vi avec Vander, elle en devient un reflet involontaire.
Comme lui, elle se considère trahie, à la recherche d'une famille. Elle est manipulatrice et intelligente. Et son instabilité la rend aussi créative que dangereuse. Silco et Jinx ont une relation père-fille extrêmement fusionnelle, mais qui est très loin d'être saine. Cette relation joue un rôle central dans son développement. Silco croit sincèrement que Jinx est parfaite, mais il refuse de considérer Powder comme un autre aspect de sa personnalité. Il fait tout pour la modeler selon ses idéaux et projette beaucoup de ses propres traumatismes sur elle depuis le début. En trouvant Powder abandonnée et trahie, il s'est immédiatement retrouvé en elle et la pousse à se méfier de tout le monde, car comme il aime lui rappeler, tout le monde nous trahit. Sous-entendant qu'il est le seul à lui être loyal. Malgré la patience et l'amour paternel qu'il lui porte, il lui mentira aussi quand il découvre que Vi est de retour. Lors du grand final de la saison 1, Jinx organise un goûter et kidnappe Vi, Silco et Caitlyn, les emmenant à la conserverie où tout a commencé. Elle confronte Vi, lui affirmant que Silco se trompe, car malgré ses discours, il n'est pas celui qui a créé Jinx, c'est Vi qui en est la cause. Autour de la table, les tensions et les souvenirs difficiles peuvent enfin être exprimés. Les fantômes du passé sont eux aussi conviés. Les poupées à l'effigie de Milo et Clagor, les gants de Vander, les peluches de Powder et Vi. Mais surtout 2 chaises. L'une au nom de Jinx, l'autre au nom de Powder. Jinx veut en réalité tester ces 2 mentors, car Vi, elle, ne voit que Powder, tandis que Silco n'a Dieu que pour Jinx. Mais à ce stade de l'histoire, elle veut être acceptée pour tout ce qu'elle est, pas une version idéalisée et incomplète. Seulement, Vi essaye clairement de protéger Caitlyn avant sa petite sœur, et pour ne rien arranger, elle lui parle du passé, sans savoir que c'est un rappel douloureux pour Jinx. Mais Silco, lui, le sait, et la voyant en crise, il tente de tuer sa sœur pour la faire taire. L'esprit embrouillé par ses hallucinations, elle réagit instinctivement et tue son père qui lui pardonne, et lui assure de nouveau que Jinx est parfaite. Après cette tragédie, la jeune fille va faire son choix, et elle devient définitivement Jinx. Elle fait exploser la tour du conseil pour venger Silco, et prend malgré elle sa suite en endossant le rôle de symbole d'unité pour les Oniens. Ce rôle fait écho jusqu'au sein de sa famille, car elle devient grande sœur pour la petite Isha, et elle est le déclic pour apaiser Warwick. Vi est une femme partagée entre l'éducation qu'elle a reçue de son modèle et héros, Vander, et la cruauté du monde qui l'entoure et qui l'oblige à utiliser la force brute pour survivre. Son père lui a appris à être un vrai leader, assumer la responsabilité de ses actes, se maîtriser pour protéger ceux qui la tiennent en estime, et se sacrifier pour ceux qu'on aime. Depuis toute petite, Vi est une figure protectrice. Malheureusement, elle échoue à préserver Powder, en se laissant submerger par ses émotions. À l'instar de la plupart des personnages, elle a créé sa propre némésis avec Jinx, et c'est l'une des raisons principales de la descente aux enfers de sa petite sœur. Son échec avec Powder la place dans un dilemme complexe, où elle doit tuer sa sœur pour protéger Zone, allant en opposition directe avec le dernier souhait de Vander. Prends soin de Powder. Et pire encore, elle se retrouve contrainte de rejoindre les pacifieurs pour éliminer Jinx, alors que ce sont eux les responsables de la mort brutale de ses parents et les oppresseurs de son peuple. Sa puissance et sa force physique deviennent une arme à double tranchant, qui lui permet de protéger et de rivaliser avec ses ennemis, mais qui peut aussi détruire, et qui aveugle bien souvent Vi qui se laisse emporter par son impulsivité. Cette violence va la caractériser, mais surtout l'empêche de briser le cycle de destruction dans lequel elle est piégée, elle et sa famille. Sans le vouloir, les événements la poussent à dépasser son rôle, et elle devient une véritable médiatrice entre les opposés, Zone et Piltover, Jinx et Caitlyn. Elle est le pont qui relie 2 mondes complètement différents, et elle-même est constamment prise entre 2 feux. À la fin de la série, c'est finalement Jinx qui va s'éclipser pour briser ce cercle et permettre à sa sœur de sortir de cette spirale de violence. Et oui, je dis s'éclipser, car certains éléments nous laissent penser qu'elle a survécu. L'opposition de Piltover et Zone est marquée visuellement sur l'architecture, les couleurs, mais bien entendu aussi par ses habitants. Il n'est donc pas anodin de retrouver à Zone des personnages qui présentent un grand nombre de modifications corporelles. Dans cette ville chaotique où chaque individu se doit d'exister, le bod mode et le tatouage sont des moyens d'expression qui permettent de s'affirmer. Là où les habitants de Piltover seront dans l'élégance et la retenue, le paraître et l'éloquence, on retrouve à Zone une forme plus brute et frontale d'expression visuelle. On peut aussi voir que les Oniens sont ouverts à une sorte d'ésotérisme et de médecine alternative très souvent basée sur le Shimmer, qui est une biotech. Lest, la soigneuse personnelle de Salo, membre du conseil de Piltover blessé lors de l'attaque de la tour par Jinx, utilise d'ailleurs le Shimmer comme une sorte d'encre pour réaliser un acte que l'on peut interpréter comme du tatouage curatif. Le tatouage thérapeutique est une approche différente du tatou esthétique. Il permet d'aider les clients à se réapproprier leur corps après une maladie, un accident ou bien une opération. On va maintenant se concentrer sur le chara-design de nos 2 sœurs, et tu vas voir qu'il y a beaucoup à dire. Les couleurs utilisées pour leurs yeux ne sont pas anodines, puisque les yeux de Jinx sont de couleur red-violet, là où pour ceux de Vi, on retrouve du blue powder. D'ailleurs, Jinx est une personnalité à multiples facettes, et on va retrouver cette multiplicité de fragmentation dans son design qui va évoluer.
En tant que Powder, elle aura les cheveux bleus et une seule natte, reprenant l'idée de la coiffure de sa mère. Lorsqu'elle prend l'identité de Jinx, elle aura 2 nattes, reflétant sa dualité. Sa mèche et ses traits de visage seront un miroir du design de Silco. Elle porte aussi autour de son cou des lanières en cuir fine que Silco portait au poignet dans sa jeunesse. Lors de sa dernière apparition dans la saison 2, on peut voir que Jinx, qui est devenue la protectrice d'Isha malgré elle, a les cheveux courts. Et en effet, la plus grande protectrice qu'elle connaisse, c'est sa grande sœur Vi. Elle lui emprunte donc une partie de sa coupe de cheveux. Mais elle garde la mèche de Silco ainsi qu'une capuche de requin. Note ça dans un coin de ta tête, mais la capuche de requin, c'est un élément important. Les éléments de couleur feront écho quant à eux à Wonder pour toutes les pièces de cuir marron et Isha pour toutes les peintures flashy. Même les chaussures de Jinx sont des références à ces 3 modèles. Une pour Wonder, une pour Silco et les lacets roses pour Vi, qui sont à la fois son passé et son présent. En ce qui concerne son tatouage, il représente des nuages bleus. Pour moi, ces nuages sont liés à l'explosion qu'elle a causée avec sa bombe singe modifiée avec l'Hextech. On peut aussi penser au fumigène que Vi lui a donné petite, en lui disant que le jour où elle le déclenchera, elles se retrouveront. Et à mon avis, il y a aussi un lien avec les nuages présents dans le ciel, parallèle lié à son objectif de piloter un jour un zeppelin, comme elle le dit dans cette scène. Un jour, j'embarquerai dans un de ces énormes trucs. Scène qui sera d'ailleurs un miroir du dernier plan de la saison 2. Un des éléments qui nous laisse penser que Jinx n'est pas morte physiquement. Selon le philosophe Nietzsche, dans sa théorie de la primauté du corps sur l'instinct, l'être humain n'est fait que d'instinct et de volonté, le plus souvent inconscient. Tous ces phénomènes que l'on nomme raison, esprit, conscience ne sont que des manifestations du corps. Le corps n'étant fait que de désir, pulsion, instinct et volonté inconsciente, conduit et dirige toutes nos pensées. Il n'y a pas d'âme autonome du corps. Toutes nos pensées ne sont que le produit de nos instincts, les serviteurs de nos instincts. Or, s'il n'y a pas d'âme et de raison, alors il n'y a que du corps. Le corps est instinct, et il dirige, que ce soit conscient ou non, nos pensées, nos idées, l'analyse que l'on peut se faire de la réalité. Par cette vision, les tatouages de Jinx font écho à son instabilité mentale. Son esprit est nuageux, volatile, et de par la couleur bleue, on peut y voir sa dualité. Le bleu est une couleur liée à l'apaisement, à l'espoir, et qui permet souvent de retrouver son calme intérieur. Il est aussi associé à la mélancolie, et nous montre une fois de plus un paradoxe interne. Son tatouage est chaotique, désordonné, presque enfantin. Il va représenter son esprit fracturé et son instabilité. Il est à la fois un moyen de se réapproprier son identité et une preuve visuelle de sa folie. En extériorisant son chaos intérieur sur son corps, Jinx le rend visible aux yeux de tous. So when we first got the first rig of Jinx, the idea was to try to connect her somehow visually to what she was as a kid. Rounder face, bigger eyes, sadder look. We didn't want the typical like crazy girl laughing around like the Joker and just making no sense. We really wanted to make her feel like deranged and emotionally affected by what she went through as a kid. I think we were a little bit worried about, you know, when we get to the adult Jinx, that we just lose that, like, I don't know, that beautiful little soul that just just tries to prove to her older sister, like, hey, like, I can do this, you know, like, believe in me. Pour ce qui est de Vi, elle représente la force. Elle va ainsi partager des traits du visage et la carrure de son modèle et père d'adoption Wonder. Ce dernier est lui-même qualifié de chien de garde. Et bien sûr, il se transforme par la suite en Warwick, sa forme canidée. Il est donc drôle d'observer sur la veste de Vi dans la seconde saison, un blason dans son dos avec un chien à 2 têtes. Elle va aussi prendre la même arme de mêlée en empruntant son matériel de travail, ses gants de mineur, puis par la suite la version améliorée par l'Hextech. Le rouge est bien entendu la couleur associée à la violence et au sang. Vi arbore un grand tatouage dans son dos. Elle a fait ce dernier lors de son séjour en prison. Et une des références visuelles de base est le tatouage porté par Francis Doloreid, le tueur d'un dragon rouge. Cette pièce a été conçue avec beaucoup d'éléments qu'on peut interpréter. Sur l'aspect purement visuel, on peut ici y voir selon moi le pont du progrès. Ce pont va relier les quartiers de Piltover et Zone, mais c'est aussi là que les parents de Vi et Powder sont morts. Au niveau de sa nuque, on peut y interpréter la représentation de The Last Drop, le bar de Wonder qui sera repris par Silco à la mort de ce dernier. La nuque n'est d'ailleurs pas un endroit anodin, puisque dans le tatouage, cet emplacement est lourd de sens. La nuque est le point de rencontre entre l'esprit et le corps. Et un tatou à cet emplacement traduit souvent le fait de porter le poids des situations auxquelles on doit faire face, ce qui renvoie au rôle de leader de Vi. Le tatouage est dans son dos, donc les gens qui la suivent ont métaphoriquement sa vision. Les 2 clés présentes de chaque côté forment les lettres de ses 2 amis décédés sur le coup de l'explosion causée par Powder, à savoir Milo et Clagor. Elles peuvent être la représentation de tous les personnages qui fonctionnent au miroir, ou encore le symbole de toutes les dualités qui sont présentées tout au long de la série.
Mais dans certains textes saints, les clés sont un symbole de pouvoir et d'autorité. Elles confinent mais libèrent aussi, car elles ferment des portes mais les déverrouillent à la fois. Les nuages de vapeur peuvent être mis en opposition aux nuages de Jinx. Ils sont similaires mais aussi très différents. Là où ils semblent aériens et ont un design plutôt rond pour Jinx, pour Vi, ils seront de forme plus angulaire, plus géométrique. Ils vont montrer sa rigueur, mais aussi le fait que c'est quelqu'un de droit, avec beaucoup de valeur. L'ensemble du design me fait penser au symbole des deux quartiers réunifiés. C'était le rêve de Vander. Vi sera l'expression de cette vision, en se battant pour Zone, mais aussi Piltover lorsqu'elle rejoint les pacifieurs, dans l'espoir de préserver la paix. Les rouages nous montrent que Vi est une pièce centrale qui permet à l'histoire de fonctionner. Mais au-delà de ça, il souligne également la tension entre son désir de protection et le cycle de violence dans lequel elle est enfermée. Il symbolise son rôle dans une machine infernale qui broie les individus, les obligeant à survivre en tant que simple pièce dans une machine chaotique géante. Le tatouage le plus simple est aussi le plus parlant. Je parle bien entendu de son prénom qui est tatoué sur son visage. C'est la pièce visible par tous. Vi impose ainsi frontalement son identité. Vi, vous êtes qui? Et d'où vous savez comment je m'appelle? Je suis la sous-lieutenant Nolen. Maddie. Et c'est écrit sur votre visage. Mais c'est aussi un moyen pour elle, en rappelant aux autres qui elle est, de se le rappeler à elle-même. Pour la série, on voit un choix de design bien particulier, car le Vi nous fait penser au chiffre romain 6. Toujours dans cette quête d'identification, le numéro de prisonnière de Vi est le numéro 516. 5 s'écrit V. 1 s'écrit I. 5 plus 1, 6, ça s'écrit Vi, V-I. Sur le plan ésotérique, le 6 évoque la rencontre de deux mondes complets, laissant entrevoir un point de correspondance décisive, rôle que Vi va endosser pour Piltover et Zone, mais aussi pour elle et sa sœur. Toujours sous cette vision, le chiffre 6 est souvent interprété comme l'union du macrocosme, le tout, le cosmos, et du microcosme, l'homme avec un grand H. Pour résumer, l'être humain entre en harmonie avec l'univers, il se superpose au monde, il s'intègre et fusionne en lui. Cette intégration est avant tout spirituelle, c'est une prise de conscience intime de notre condition. Ici, on y voit clairement le transhumanisme présent dans la série, notamment par le personnage de Victor, qui parvient à fusionner avec l'arcane, la forme de magie ultime. Selon l'héritage babylonien, ce chiffre peut représenter la roue, l'image d'un cycle. On y retrouve donc cette idée d'engrenage, de rouage, mais aussi de boucle, thème centraux dans l'histoire. En tant que 3 plus 3, le chiffre 6 évoque la gémellité, avec tout le symbolisme associé, similarité et altérité, renvoyant encore une fois à la relation des deux sœurs. Et pour aller plus loin dans cette idée, je vais te montrer ce passage où l'espace d'un instant, le maquillage de Jinx qui pleure reproduit le tatouage de Vi, mais à l'envers, formant alors le chiffre 4. Le 4 est aussi un chiffre très présent dans la série, car le personnage d'Echo a la capacité de remonter le temps de 4 secondes. Mais si je commence à parler de tous les personnages, on va jamais s'en sortir, parce que chacun est écrit en profondeur et avec plein de subtilités. Comme le fait que l'ombre d'Echo dans le générique se comporte comme l'aiguille d'une horloge, qu'il esquive les balles que tire Jinx lors de leur confrontation en 4 secondes 44, et que le combat s'arrête alors qu'il reste 4 minutes et 44 secondes à l'épisode. Ou encore que la scène où il danse dans une réalité alternative est animée en 4 images secondes. Oui, ils sont fous à ce point-là, car ce genre de détails tu peux les retrouver pour chaque putain de personnage de la série. Tiens, mais d'ailleurs le chiffre 4 me fait penser à une autre représentation intéressante. Tu ne l'as pas forcément remarqué, et en même temps la série est tellement dense que c'est impossible de tout comprendre au premier visionnage. En plus d'être pensés en miroir et en contraire, Vander, Vi, Jinx et Silco sont aussi construits sur la symbolique des 4 éléments. Vander est la terre, il est le pilier de sa communauté. Il incarne la protection, la stabilité, voire une certaine forme de sagesse. Il est la force brute, la puissance et le courage. Les couleurs qu'il porte renvoient à son élément, ses vêtements sont marron, gris et beige. Une fois injecté avec du shimmer, il se transforme en loup-garou déchaîné, ce qui souligne son côté bestial et fonceur, et le caractérise surtout lors de sa jeunesse. Sa fille de cœur, Vi, a littéralement un tempérament de feu, passionnée, impulsive, intense, explosive même. C'est une combattante avant tout. Elle est définie par sa force et son intrépidité. Son code couleur est le rouge et rose, à l'image de ses cheveux flamboyants qui rappellent le feu. D'ailleurs, sa scène d'introduction se passe au milieu des flammes, suite à la bataille ayant eu lieu sur le pont du Progrès. Les opposés de la terre et du feu sont bien sûr l'eau et l'air. Silco est défini par l'eau, il ressent les choses plus en profondeur. Il est calme, introverti, mais aussi résilient et s'adapte à l'extrême. Tout comme l'eau, il est à la fois destructeur, ses machinations contre Vander, son commerce de shimmer, et il est porteur de vie, son désir de libérer son peuple, sa tendresse pour Jinx.
Les plans qu'il introduisent incluent systématiquement l'aquarium géant de son repère. Il aime en particulier les requins. Je t'avais dit que c'était un élément important. Un animal qui va bien lui correspondre si on pense à l'expression « être un requin », une métaphore désignant des individus ambitieux, prêts à tout pour atteindre leur but. Sa noyade a eu un impact énorme sur sa personnalité. Et il dit même à Jinx que ce jour-là a été une renaissance pour lui. Lors d'une scène, on le voit plonger Jinx dans un lac, juste après lui avoir dit qu'elle était parfaite, dans une sorte de baptême métaphorique, comme s'il voulait la façonner à son image et la faire devenir eau. Mais Jinx est caractérisée par l'élément de l'air. Ses tatouages de nuages bleu clair, son caractère volatile, chaotique et inventif, ainsi que son style de combat, rapide et insaisissable, correspondent parfaitement à cet élément. Et si tu avais encore des doutes, on peut la voir devant une peinture de Janna. Dans le lore de League of Legends, Janna est la déesse du vent et une protectrice de zone, tout comme Jinx qui devient un symbole de rébellion et d'inspiration pour ses compatriotes. Et bon, dans la scène, on voit clairement le parallèle. Elle a la même pose, le cadrage va délibérément l'iconiser. Tout comme les 4 éléments, ces 4 personnages s'opposent mais se complètent aussi, dans un équilibre fragile mais indispensable, un cycle de création et de mort. Ce parallèle avec les éléments va pousser notre théorie des paradoxes encore plus loin. On va parler de la théorie du chaos. Tu as probablement entendu parler de l'effet papillon, peut-être même sans savoir exactement ce que c'est. Imagine un papillon qui bat des ailes quelque part. Ce minuscule mouvement déplace un tout petit peu l'air. Bien qu'insignifiant au départ, le battement d'ailes peut déclencher d'autres changements qui vont s'amplifier avec le temps et pourraient provoquer une tempête à l'autre bout du monde. C'est une métaphore bien entendu abstraite et exagérée, mais elle te montre qu'une petite action peut avoir des conséquences bien plus importantes si on la laisse évoluer. Ça montre à quel point tout est connecté et qu'un tout petit détail peut parfois tout changer. La théorie du chaos, c'est exactement ça. C'est l'étude de systèmes qui semblent désordonnés ou imprévisibles, mais qui suivent en réalité des règles très précises. Ils sont très sensibles aux conditions initiales. Et ce chaos est exploité dans la série Arcane, où chaque personnage de par ses actions va influencer la suite de la série. De plus, le moindre changement peut créer une histoire complètement différente. C'est ce que nous montre l'univers parallèle où la mort de Vi modifie radicalement la vie des autres protagonistes. L'arc de Victor et Jace pousse cette réflexion encore plus loin. En opposant les deux visions des scientifiques, on peut observer un monde sans chaos. Victor veut assimiler les êtres vivants pour les détacher de leur humanité, dans ce qu'il considère l'acte de progrès ultime. Il va ainsi retirer le chaos de l'ordre des choses, et on peut constater que le monde est figé à jamais, privé d'évolution et de mouvement. Je croyais pouvoir mettre fin aux souffrances de ce monde. Mais une fois toutes les équations résolues, la seule chose qui restait n'était qu'une vaste étendue de solitude sans le moindre rêve. Il n'y a aucune récompense à la perfection, seulement la fin d'une quête. Car même si le chaos est cause de souffrance, de guerre et de destruction, il est à l'origine de la vie, poussant sans cesse les êtres vivants et la nature à s'adapter, constituant les deux faces d'une même pièce. Trop de chaos causerait une destruction totale, mais l'ordre parfait plonge l'univers dans un état de stagnation, où la vie n'est pas possible. Alors tu n'y penses peut-être pas, mais c'est grâce à cet équilibre délicat que tu regardes en ce moment cette vidéo, et que tout ce qui nous entoure existe. On prend peut-être les choses pour acquises, et on les pense souvent immuables. Mais en réalité, le chaos est partout, il régit l'intégralité de nos vies. Les lois de notre planète, de notre système solaire, et de l'univers tout entier. De la plus petite particule de matière, au plus massif des trous noirs. La vie elle-même est issue d'un système chaotique paradoxal. Tu changes une seule variable de l'équation, et plus rien. Arcane devait être une des meilleures adaptations de jeux vidéo, ainsi qu'une des meilleures séries animées pour adultes tout court. Tout ça est bien sûr subjectif, mais je pense sincèrement que Christian, Alex et Fortiche Productions ont réussi. Toutes les histoires se croisent, se lient, s'entrechoquent, se font et se défont. Le récit est choral, il parle de lutte des classes, de géopolitique, de science, d'amour et de famille. Le seul reproche que je peux faire à la série, c'est qu'elle est vraiment dense, et elle peut être parfois du coup indigeste. Par contre, l'animation et les rendus visuels sont magnifiques. Les techniques de dessin changent et certaines scènes en deviennent audacieuses. La musique et le sound design ne sont pas en reste, avec des compositions plus classiques, mélangées habilement à des morceaux pop, le tout toujours travaillé dans le but de servir la narration. Chaque corps de métier œuvre ensemble dans une même synergie lors de la production, et ça se ressent. Cette confiance et ce lâcher-prise mènent à un véritable chaos créatif.
Et ça pour notre plus grand plaisir. Il y a beaucoup de gens qui étaient investis dessus et je pense que ce qui a fait aussi la force et la qualité d'Arcane, c'est que tout le monde était très passionné, a toujours été très très motivé, quoi. Je pense qu'il y avait cette idée un peu de se dépasser, de ne pas rester sur ses acquis et de prendre des risques quelque part. Et je pense que ça, c'était payant aussi. I was at dinner recently with the directors of Fortiche, and they said they're very happy right now because when they got into this industry, they really wanted to create something to be history of the animation world. And they were smiling and they were saying, it's such a relief that after 6 years now, they feel like they know they worked on something that is part of animation history. Doesn't matter if the project is like a wild success or it's doing fine or you know, worse than that. If anything, we've crafted something that pushes the animation world forward by a significant margin. The reason why I joined Riot is because I liked playing the game. I loved it. I think when Alex and I were starting to talk about making something like Arcane, we just thought that this should exist because we want to watch it. We love these characters. We love these worlds. I think maybe my favorite thing above all of Arcane is that I am very confident in saying that there's many people who work on Arcane right now that feel like they're working on the most important thing of their lives, like their careers. I feel like people feel like they're challenged, they're working on something that's going to matter, they're going to look back to and say, yes, like that's a proud moment of my life and I'm happy I worked on it. And that to me is probably the most important thing. Alors toi qui regardes cette vidéo, si tu es passionné et animé par une envie, s'il te plaît, fonce, crée. Sans action de ta part, bien sûr qu'il n'y arrivera pas, car tout simplement ça n'existera jamais. Mais ne lâche rien, peu importe les épreuves et la difficulté. L'échec n'est pas le fait de tomber, l'échec c'est de ne pas se relever, rester à terre après une chute. Ton aventure peut être longue et chaotique, mais n'oublie pas qu'à l'instar de la vie, parfois il immerge du chaos les plus belles choses.